Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Les occasions de se projeter positivement dans l'avenir ne sont pas légion, en particulier dans les domaines industriels et économiques. C'est pourquoi on ne peut accueillir qu'avec curiosité et une certaine bonne humeur le plan d'action industriel présenté hier à l'Élysée. Il est vrai que la France aime qu'elle peut imaginer le futur et se forger un destin. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission Montebourg, la France de Jules Verne. Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct, dont voici nos principaux invités. Joël de René, prospectiviste, écrivain, vous intervenez notamment dans le conseil stratégique en matière de nouvelles technologies. C'est le cas auprès de Claudie Ignoret, qui préside Univers Science, et parmi vos nombreux ouvrages, je rappelle 2020, Les scénarios du futur, paru initialement chez Fayard. Laure Reinhardt est-elle directrice des partenariats et des écosystèmes innovants au sein de la Banque publique d'investissement. Vous avez été directrice générale déléguée en charge de l'innovation chez Oseo. Christian Saint-Etienne est économiste, professeur titulaire de la chaire d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Votre dernier livre, L'économie pour sortir de la crise, est paru chez Odile Jacob. Puis je rappelle aussi France, état d'urgence, une stratégie pour demain, chez le même éditeur. Enfin, André Braic est astrophysicien, professeur à l'université Paris Diderot et au CEA de Saclay. Votre dernier livre est d'ailleurs consacré à la science, une ambition pour la France, lui aussi, chez Odile Jacob. Peut-être la première question est pour vous, Joël de René. Avion électrique, voiture sans chauffeur, catamaran désert. On peut avoir l'impression d'engager presque 4 milliards sur des jouets. Ma question, c'est est-ce qu'on parle de gadgets ou est-ce qu'on parle bien justement de notre avenir? Pas du tout. Moi, je pense que c'est un programme très mobilisateur et très sérieux, et tant mieux. Heureusement qu'il arrive maintenant. Heureusement que la France s'en préoccupe. Il y a 3 raisons principales. Et pourquoi? La première raison, c'est que ça va sensibiliser toute une série de personnes, des entrepreneurs, des entreprises, des PME pour leur diversification, mais aussi des financiers, des banques, du capital risque, des business angels, ceux qui ont déjà réussi et qui refinancent d'autres entreprises. Ouais. Donc ça, c'est une première raison et c'est très important. La seconde raison, c'est que ça a marché. Ce genre de programme, déjà dans le monde, il y a eu des succès marquant. Rappelez-vous le MITI au Japon, le ministère de l'Industrie et de l'économie internationale. Rappelez-vous l'OFTA, l'Office of Technology Assessment des Américains. Il y avait un groupe d'experts auprès du président des États-Unis qui lui donnait justement des sujets comme cela, que le président reprenait dans ses discours, et ensuite tout le public en était informé. Regardez des pays comme Israël, 7 millions d'habitants, mais le plus grand taux de start-up dans le monde, avec le Technion ou avec le Weizmann Institute, qui font de la prospective à long terme. Donc cette réhabilitation de la prospective dans notre pays, pays de la prospective, Gaston Berger, ne l'oublions pas, Landucci, Louis Armand, est quand même quelque chose d'extrêmement positif, quel que soit, ce n'est pas un jugement politique de droite, politique de gauche. Je pense que beaucoup de gouvernements de gauche ou de droite ont piloté le pays en regardant dans le rétroviseur. Là, on a une vraie prospective et c'est extrêmement motivant. Est-ce qu'on peut dire, Laure Reinhardt, que d'une façon ou d'une autre, à travers cette prospective, ces projets d'avenir et de relance de grands plans industriels, on est dans les métiers que feront nos enfants? Absolument, absolument. Absolument, on est dans les métiers que feront nos enfants. Nos enfants, d'ailleurs, travaillent déjà ou sont déjà dans tous ces métiers. Ils sont déjà totalement connectés. Pour eux, il est clair qu'ils ne peuvent plus vivre sans Internet parce que tout simplement, ils sont coupés de l'ensemble de leur système, de leur... peut-être, je ne peux pas dire un écosystème, mais leur écosystème personnel, on va dire. Donc, bien sûr. Alors, pour rebondir sur ce que disait M. de René, moi je suis totalement d'accord avec vous. Je crois que ce qui est très important dans le travail qui a été réalisé, c'est l'identification des points forts de notre industrie, l'équivalent des points, la perception donc de ces points forts des scientifiques, hein, pour les mettre effectivement en avant et permettre à tout ce système finalement économique de réhabiliter quelque part ces grands projets innovants dont peut-être qu'on n'aura pas une autoroute automatique demain. Mais les retombées de ces programmes qui sont portés pour une première fois dans un domaine qui est plutôt un domaine industriel, on a dépassé le monde de la recherche, eh bien c'est absolument essentiel. Alors je vais vous le dire autrement. Quand le président Kennedy lançait son défi pour aller sur la Lune, c'était un défi. Dans ce qu'on a présenté hier à l'Élysée, quel est le défi?
D'habitude, les vieux défis, c'était les grands secteurs. L'automobile, l'aéronautique, la conquête spatiale, la chimie, le textile. Là, c'est incroyablement précis. On parle de nanotechnologie, on parle de la nanoélectronique, des biotechnologies médicales, de la réalité augmentée. Il va falloir expliquer tout ça au public, bien sûr. Mais ce que je trouve... Vous venez quasiment donné le plan des reportages de cette émission. On le fera. Ça me rassure. Je suis sûr qu'on le fera chez vous, bien sûr. Mais je pense que ce qui est très important, c'est l'approche. Je vais donner un mot un peu scientifique. André sait bien de quoi il s'agit. C'est une approche catalytique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je connais le pot, mais l'approche je vois ce que c'est que la catalyse vaguement. Mais... L'approche catalytique veut dire qu'à la différence des grands plans, des grands programmes linéaires, le plan calcul, les grenelles de ceci ou les grenelles de cela, cette fois-ci, le gouvernement a pris la décision de mettre en place des structures, des moyens pour que les gens travaillent ensemble. C'est ça la catalyse. Que les industriels puissent travailler en win-win, en coopétition les uns avec les autres. Ça, c'est très important, cette notion de catalyse. Réunir des compétences avec des projets pour que ça émerge. C'est-à-dire qu'on va vers des systèmes innovants. Vous avez mentionné l'innovation, les systèmes innovants. On parle toujours d'innovation. Moi, je pense que c'est plus important de parler de systèmes innovants. Exemple, Internet. Est-ce que c'est une innovation? Non, c'est un système innovant. Parce que c'est fait de multiplicité de tendances qui se marient. Est-ce que le GPS qui conduit votre voiture, c'est une innovation? Non, c'est un système innovant. Or, pour faire émerger des systèmes innovants, il faut catalyse, convergence, émergence. Et c'est ce projet, ces 34 projets permettent la collaboration industrielle. Et ces systèmes innovants, Christian Saint-Etienne, ils vont forger une bonne partie de notre économie de demain. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui auront été, on va dire, agréablement surpris par l'annonce dans ce que je disais au début de cette émission. Elle nous projette dans l'avenir de façon positive et franchement, on en a besoin. Et après, mais mon Dieu, on est en période de crise, les feuilles d'impôt arrivent, tout le monde traverse des difficultés. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent et avec des projets? Est-ce qu'ils construisent notre avenir aussi économique et effectivement industriel au sens premier du terme? Je pense que pour bien comprendre l'intérêt des programmes annoncés, il faut se replonger à la fois un petit peu dans le passé et puis regarder l'avenir. Quand on regarde les 15 dernières années, la France a essentiellement pour l'instant, en termes de transformation des recherches en produits et services, loupé la troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle a commencé dans les années 1980. C'est toute la transformation du système économique qui a conduit à créer ce mot d'économie qui explique la transformation du système par la convergence de tous les systèmes d'innovation grâce à l'informatique et à l'Internet et à tout l'écosystème qui a été créé de cette façon-là. La France a connu une vague de désindustrialisation massive dans les 15 dernières années. C'est le pays qui a été le plus désindustrialisé. Or, ce que l'on observe au plan mondial, c'est que même si l'essentiel des économies modernes sont des économies de services, il se trouve que 80% des exportations mondiales hors énergie et matières premières aujourd'hui sont toujours des exportations de produits industriels. Si vous n'êtes pas capable de transformer les capacités de recherche françaises qui sont considérables en innovation de produits et services, vous vous appauvrissez. Il y a quelque chose de très important sur le plan stratégique et même politique dans ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en fait, vous décrivez le fait qu'on assume de faire un choix. Ça veut dire aussi qu'on abandonne certains secteurs dont on estime qu'ils n'ont plus d'avenir, en tout cas chez nous, et qu'on accompagne le développement d'autres secteurs. J'insiste. Je parle de la notion de choix politique, parce qu'elle engage des budgets, elle engage une énergie, elle engage une capacité à se projeter dans l'avenir. Alors, je pense que ce serait une erreur d'abandonner certains secteurs, puisque l'agroalimentaire, le luxe, le tourisme sont des secteurs qui sont... Non, mais je reviens. Personne ne va abandonner le blé en France. Même la sidérurgie, il y a des aciers de haute technologie qui sont essentiels pour l'avenir. Mais ce qui est fait là, c'est, comme le dirait mieux que moi Joël de René, c'est la reconnaissance qu'il y a des technologies critiques qui, dans le cadre de cette transformation vers l'économie, dans laquelle nous sommes déjà, notre pays doit acquérir ces technologies critiques. Parce que les voitures autoguidées, pour arriver à maîtriser le système d'innovation constitué par la voiture autoguidée, vous êtes obligé de faire des progrès en mathématiques, en data mining, en capacité de relier les GPS à la voiture en temps réel, les systèmes de guidage, les capteurs,
Donc ce sont des innovations qui vont permettre à notre économie de créer des richesses, des produits et des services. Vous venez de choisir un très bon exemple, car si Arnaud Montebourg, comme nous d'ailleurs, rêve à la voiture sans pilote, eh bien en fait elle est déjà là. On la croise notamment au salon de l'auto de Francfort qui se tient en ce moment, où elle crée une énorme curiosité. Le modèle est allemand, mis en place par Bosch, mais les Français de Valeo, vous le savez, ne sont pas en reste. Ils ont mis en place une voiture qui, elle, se gare toute seule. Et on attend maintenant la fameuse voiture sans conducteur de Nissan annoncée pour 2020. Tout cela sans oublier le futur véhicule se connectant à l'ensemble de la circulation automobile. Reportage de Laurent Hirsch et Pierre Dehorne. C'est l'une des stars du dernier salon de l'auto à Francfort. Le numéro 1 français des équipementiers automobiles présente sa toute nouvelle fonctionnalité révolutionnaire. Voilà, la manœuvre est lancée. Le véhicule va choisir lui-même la première place disponible. Je peux rester en contact du véhicule avec une vue d'oiseau sur l'écran, mais en fait je peux aussi aller directement au restaurant sans me soucier de rien d'autre. Roulant au pas pour des questions de sécurité, la voiture manœuvre dans les allées à l'aide de caméras, de radars et d'un puissant logiciel de calcul. Quelques secondes plus tard, le véhicule repère de lui-même une place libre. Il enclenche automatiquement la marche arrière, tout seul, il le décide tout seul. Vous voyez qu'il n'y a aucune intervention. Le véhicule recule, calcule sa trajectoire, tourne. Je suis certain que si on mesurait en centimètres les différences, enfin le positionnement par rapport aux deux bandes blanches, on est absolument au milieu. Sur simple demande de l'automobiliste, ce véhicule qui se gare tout seul retourne de la même façon chercher son conducteur à l'extérieur du parking. Cette fonction devrait être commercialisée d'ici 3 ans pour un surcoût de quelques centaines d'euros. Elle concrétise les débuts grand public de la voiture sans chauffeur. C'est assez bluffant de voir une aussi grosse voiture et personne à l'intérieur. On peut le voir sur des petits véhicules télécommandés, là c'est pas surprenant, mais là sur un aussi gros véhicule que le Range Rover Evoque, c'est assez surprenant. Ouais. Au salon de l'auto de Francfort, la voiture sans chauffeur existe déjà, mais à l'état de prototype. Cet équipementier allemand, par exemple, en présente un modèle. Quant au constructeur franco-japonais Nissan, qui possède lui aussi son prototype, son patron Carlos Ghosn a profité de cette grand-messe de l'automobile outre-Rhin pour afficher ses ambitions. Que ce soit en matière de mobilité 100% écologique, ou en innovant avec les voitures autonomes qui seront commercialisées par Nissan à l'horizon 2020, notre entreprise se développe comme jamais en 80 ans d'existence. Sans nécessairement s'en rendre compte, la voiture autonome est déjà peu à peu une réalité. Avec ses 4 caméras et ses systèmes d'aide à la conduite, cette citadine est capable, dans certaines conditions, de corriger automatiquement les trajectoires. La caméra située à l'arrière de la voiture va identifier les lignes pointillées qu'on retrouve sur la route et à chaque fois que le véhicule, par inadvertance, va franchir une de ces lignes, un signal sonore va être donné au conducteur et éventuellement une correction de la trajectoire va s'opérer de manière à ce que le véhicule reste bien et garde son cap. La recherche française, elle, pense déjà à l'étape d'après. À l'école des mines de Paris, le centre de robotique possède une petite flotte de véhicules non seulement partiellement autonomes, mais en plus connectés les uns aux autres. Si les véhicules automatisés sont tous bien coordonnés entre eux, ce qu'on appelle des véhicules coopératifs, eh bien sur l'autoroute, on aura beaucoup moins d'embouteillages parce que les véhicules peuvent ne pas freiner au dernier moment, donc ne pas faire de vagues de véhicules. De quoi fluidifier le trafic et améliorer la sécurité. Pour cela reste entre autres un obstacle, et non des moindres, l'aspect juridique. Aujourd'hui, la loi interdit la circulation d'un véhicule sans conducteur. Alors tout ça est assez enthousiasmant, on se dit aussi qu'il va falloir de bonnes assurances, mais vous m'avez dit, je vais absolument ajouter quelque chose, Joël Dehorne. Oui, c'est un très bon exemple des technologies critiques dont parlait Christian tout à l'heure et qui sont prises dans les 34 projets, qu'on marie ensemble pour créer un système innovant. Vous imaginez le nombre de technologies différentes qu'il y a dans ce système de voiture. Alors on parle de la voiture intelligente, moi je préférerais aussi qu'on forme des conducteurs à être intelligents. Parce que les grands accidents viennent aussi beaucoup des conducteurs et pas seulement des voitures. On a une première question SMS qui est la suivante. Les projets cités, voitures, TGV, avions, sont-ils porteurs de nouveaux emplois? Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui préoccupe nos téléspectateurs ce soir. Christian Saint-Étienne. Oui, à 2 conditions. La première, c'est que
Quand on lance les projets de recherche, on est bien en tête le débouché en termes de produits et services qui correspond à cette recherche. Et la deuxième condition, c'est évidemment qu'on soit aussi les producteurs des robots qui permettent de produire ces systèmes. Aujourd'hui, une des grandes faiblesses de l'économie française, c'est la faiblesse de la robotisation du système productif. Nous avons des taux de robotisation actuellement même inférieurs à l'Espagne et à l'Italie. Donc si on veut re-robotiser le système, on va dire que ça va faire perdre des emplois. Mais si c'est nous qui produisons les robots, à ce moment-là, on aura plus d'emplois dans la production de robots qu'on en perdra dans la fabrication. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de faire un effort concerté pour se doter de ces technologies critiques et pour être capable de transformer ces technologies en produits et services qui permettent de créer des emplois. Vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Christian Saint-Etienne? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Les projets qui sont menés sont des projets qui sont néanmoins des projets industriels. Hein. Je crois que c'est très important de le dire, et essentiellement industriels. Et je pense que par rapport à la première phase des investissements d'avenir, on va avoir une deuxième phase qui sera plutôt tournée vers les produits et les services. Bon, la difficulté actuellement, c'est que notre marché robotique, nos industries robotiques en France sont tout de même assez faibles. Il y a des Allemands qui sont très présents et les Japonais et les Sud-Coréens. Voilà, je pense qu'il faut jouer Europe dans cette affaire. En tout cas, je crois qu'au-delà du simple territoire français, faire équiper les entreprises françaises, les usines de production françaises de robots européens serait déjà tout à fait important et tout à fait intéressant. Alors, c'est pas tout à fait vrai dans tous les domaines. Hein. Je crois que dans la grosse industrie, effectivement, la robotique est relativement absente. Dans ce qui est dans les domaines médicaux, par exemple, cette semaine a été inaugurée une usine de production de cellules réparatrices, donc de thérapie cellulaire. L'ensemble... Pardonnez-moi, je reprends les termes. Une usine de production de thérapie cellulaire. Non, une usine de production de cellules, pardon, une usine de production de cellules. D'accord. Afin de faire de la thérapie cellulaire. Hein. Donc, vous avez un problème cardiaque, on vous prend une partie de vos cellules cardiaques et on les fait croître pour vous les réinjecter, ce qui vous permet finalement de régénérer votre cœur. Voilà, mais je fais coïncider le terme d'usine que vous avez utilisé avec celui de thérapie cellulaire. Il se trouve qu'on aura un reportage sur les biotechnologies médicales, mais c'est très intéressant de se rendre compte que voilà, on parle bien d'industrie, mais appliquée à des systèmes où on touche in fine à la production de médicaments et qui touche le vivant. Il y a une question qu'on peut se poser quand on voit ce reportage. Alors, tous ces projets sont enthousiasmants, l'automatisation, etc. Mais on se dit aussi qu'il va falloir inventer les modes de vie qui vont avec. C'est-à-dire, à quel moment, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un gap entre ces choses qui nous émerveillent, c'est pour ça qu'on a fait un clin d'œil à Jules Verne ce soir dans le titre de l'émission, et le fait que nous ayons une capacité à les utiliser, à s'adapter à leur présence dans notre vie. Vous y pensez, André Braic? Oui, mais là, vous touchez le problème de l'éducation. Oui. Et quand on parle de l'industrialisation, c'est-à-dire la recherche appliquée, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Toutes ces mesures sont fort sympathiques, et je suis tout à fait favorable. Je reviens un peu en arrière en disant que pour marcher, c'est bon d'avoir deux jambes. Quand on a une seule jambe, on marche moins bien. Oui, et quelles sont les deux jambes du progrès dans notre société? C'est la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale n'a pas d'autre but que la connaissance. Elle n'a en aucun cas un but d'application. Et la recherche appliquée a pour but le meilleur sort de l'homme. Et actuellement, l'industrie de demain, c'est la recherche d'aujourd'hui. Quand vous utilisez cet appareil, là, certains doivent voir ce que c'est, que mes parents n'utilisaient pas, mes grands-parents n'utilisaient pas, eh bien vous avez à bord un GPS. Merci à Albert Einstein d'avoir fait la théorie de la relativité générale. Il ne pensait pas du tout avoir un machin comme ça. Vous avez un écran tout à fait particulier, vous avez des lasers, vous avez des puces, des transistors. Ce sont des gens qui faisaient des travaux, c'est des savants cosinus, ça ne servait à rien à l'époque. C'est ceci. Et autrement dit, ce n'est pas un programme gouvernemental qui va vous donner la découverte. Par exemple, le téléphone n'a pas été inventé par un programme gouvernemental d'amélioration des techniques de vol des pigeons voyageurs. Les rayons X n'ont pas été trouvés par un programme hospitalier de détection des fractures osseuses. Il est parti en vrille. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait une harmonie entre, d'une part, l'éducation. Nous allons manquer demain d'ingénieurs, de techniciens et de médecins. Et trop d'étudiants vont dans des filières dont les débouchés ne sont pas évidents. Nous en manquons.
Nous avons besoin pour faire cette recherche. Expliquez-leur ce soir qu'ils auront du boulot, et croyez-moi, vous allez les voir revenir. Et tous mes étudiants à l'université depuis 45 ans ont tous un boulot. J'en ai aucun au chômage. Bon, je ne voudrais pas chez d'autres disciplines parce que mes autres collègues vont m'étrangler quand je retournerai sur le campus universitaire. J'en connais où la moitié des étudiants sont au chômage. Je n'en cite aucune. Mais enfin, bon, donc on pourrait en être un peu. Donc ce qu'il faut donner, c'est la passion de la recherche, c'est la passion de la connaissance, c'est la passion de savoir ceci. Et quand on éduque les gens, ils savent s'adapter. Et c'est nouvelle. Pour répondre à votre question, quand est-ce que vous répondez à ma question? Maintenant, ils vont s'adapter. Et quand vous êtes cultivé et quand vous avez la culture, vous adaptez facilement. Quand vous n'êtes pas cultivé et quand vous enseignez à faire le petit singe à répéter, vous nous adaptez. Alors je vais être plus direct. Pardonnez-moi, je vous pose la question à vous, Joël Le René. Comment vont coexister? Prenons toujours les exemples qu'on vient de voir, puisqu'ils sont finalement maintenant portés à la connaissance de tous nos téléspectateurs. Comment vont coexister les voitures avec chauffeur et les voitures sans chauffeur? Je pense que c'est une vraie question. Alors la vraie question, vous l'avez posée généralement. Vous avez dit comment les modes de vie vont s'adapter à toutes ces technologies, qu'il s'agisse de la voiture autoguidée ou qu'il s'agisse des biotechnologies médicales dont on parlera. La grande question, c'est la réappropriation par les citoyens, par le public, de ces technologies qui aujourd'hui apparaissent de la science-fiction. Donc l'important, c'est de leur faire comprendre, non seulement comprendre, mais se dire c'est important dans ma vie. Et il y a des endroits qui ont des missions pour faire ça. Nous, à Universcience, Cité des Sciences, Palais de la Découverte, notre mission, c'est justement d'intégrer toutes ces technologies, aider les gens à les intégrer dans leur vie. Donc il y a des endroits qui sont chargés de le faire. Vous le savez bien. Et donc le but, c'est que les gens se réapproprient ces technologies. Il va y avoir des problèmes de coexistence pacifique. Je dis ça sans ironie. Ce que je veux dire, c'est que la voiture automatique et le conducteur traditionnel ont beaucoup de mal à cohabiter. Ou alors il va falloir réinventer des routes, il va falloir réinventer des parkings, il va falloir réinventer... Il y a déjà des vélos électriques et des vélos normaux, il y a des scooters électriques et des scooters normaux, il y a des Vélib et il y a des Autolib. Tout ça, ça coexiste. Oui, mais il n'y a pas de vélo qui marche tout seul, Joël Le René. Non, heureusement d'ailleurs. La voiture qui marche toute seule, je dis, il faut des conducteurs intelligents, donc formés au respect des autres. Ça, c'est très important. C'est plus important que la technologie. En Californie, j'ai déjà vu ces voitures qui existaient. Alors, je veux dire, pour le premier coup, j'étais très poli parce que j'ai vu cette voiture. Ils avaient mis un chien à l'avant. Je me dis, tiens, les chiens conduisent maintenant? Non, pas du tout. C'était une voiture sans chauffeur. Il y a Google qui fait cela. Ça marche déjà. Ils ont le droit. Ils sont sur l'autoroute. Et c'est un bonheur. Et j'ai eu qu'une envie, c'est d'en avoir une moi aussi. Et finalement, ça peut très bien coexister, je pense. On sera à l'arrière, on lira, on fera autre chose. Il n'y a pas de problème de compétition. Et la voiture, si le chauffeur est irrespectueux et le chauffeur est agressif, la voiture automatique va vous éviter. Elle a tout ce qu'il faut pour ça. Donc vous ne craignez pas les problèmes de coexistence? Au contraire. Vous pensez au contraire que c'est l'inverse. Ça conduit à un meilleur comportement? Deux chauffeurs vont s'engueuler, deux moteurs vont pas s'engueuler. J'avais pas vu ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire, Laure Reinhardt, que plus que de la découverte en tant que telle, hier, le plan industriel fait du fléchage, c'est-à-dire qu'il aide à mettre en commun des talents qui existent déjà mais qui ont à émerger pour pouvoir justement se donner les moyens demain de se poser, de vivre, de créer de l'emploi et de créer de l'industrie. Alors je ne sais pas si c'est du fléchage. Moi je dirais que c'est plutôt un coup de projecteur. Voilà, un coup de projecteur sur ces grands projets. Qui vont permettre... On définit les grands secteurs d'une certaine façon. Qui définissent finalement les grands secteurs sur lesquels je pense que nous avons des atouts en France. Je crois que c'est très important. On peut les citer ? Les grands secteurs. Ouais, informatique, santé. Alors, numérique, ouais, bien sûr. Et pas forcément tout le numérique. On sait qu'on ne rattrapera jamais un Google en marchand européen, on va dire. Donc, il faut imaginer d'autres dispositifs qui permettent de se différencier. Donc, le numérique, la santé, de manière générale, la transition énergétique, qui est un domaine essentiel pour l'ensemble des citoyens demain. Ce qui inclut les transports, j'imagine? Non, les transports, c'est le quatrième volet. Et dans le volet des transports, je pense qu'en France, nous avons des grandes entreprises. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'aéronautique. Je pense que... et l'aéronautique ne fait pas partie complètement de ces plans parce que l'aéronautique est, je dirais, lancée et on a des très grands champions européens. C'est vrai qu'Airbus, c'est assez lancé comme boutique. Donc, oui, voilà. Mais il n'y a pas qu'Airbus. Derrière, il y a tous les équipementiers. Il y a tous les équipementiers qui équipent, qui fabriquent les moteurs, qui fabriquent les nacelles, qui fabriquent les trains d'atterrissage, etc. Donc je crois que ça, c'est très important. Cette filière, elle existe. Donc elle n'a pas forcément besoin qu'on y mette un si fort coup de projecteur. D'autres filières ont besoin effectivement d'avoir... Des capacités d'assemblage, comme le disait M. De René tout à l'heure. Je crois que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il y a pas mal de briques qui existent. Les briques de base, elles existent.
vous l'avez dit tout à l'heure, pour créer un objet, un système innovant, eh bien, on peut aller chercher les briques là où elles sont. Ça veut dire des TGV modernisés, des avions qui pollueront moins et qui auront peut-être d'autres capacités, des satellites dans l'espace qui nous apporteront d'autres facilités de vie, d'autres types d'informations et d'autres services, absolument. Et en résumé les 4 secteurs, moi j'aime bien utiliser bio, éco, nano, info. Les biotechnologies, les écotechnologies, les infotechnologies avec le numérique et les nanotechnologies, puisqu'on parle de nanoélectronique, il y a un secteur très important, une brique fondamentale qu'on appelle l'électronique moléculaire. Oui. Bon, rentrons pas trop dans les détails, mais l'électronique moléculaire, c'est la possibilité de faire des ordinateurs travailler avec des protéines et avec des polymères qui jouent le rôle de fil ou de registre. Ça commence déjà, il y en a dans le monde. Non, on a des savoir-faire en France d'électronique moléculaire très avancés dans le sud de la France. Donc voilà des secteurs qui vont inventer les ordinateurs de demain. Bio, éco, nano, info. Il est fort en communication, ce Joël de René. Ce qui me frappe dans ce que vous venez de nous dire, là, c'est qu'on se rend compte qu'on va travailler à cultiver, je ne sais pas si je peux employer ce terme, mais des niches dans des secteurs où il y a déjà un savoir-faire français, oui, une connaissance et où voilà, une histoire a déjà été écrite, Christian Saint-Étienne. Alors, il faut savoir que les savoir-faire en France sont historiquement très nombreux. La grande difficulté française, c'est de les transformer en produits et services. Mais on parlait du téléphone portable et du micro-ordinateur. Les concepts ont été inventés en France, mais ce n'est pas produit en France. Donc il faut arrêter de répéter cette incapacité de transformer en produits et services. Ce qui me conduit à faire deux remarques. La première, bon, c'est vrai qu'on a parlé de ce programme qui a été lancé hier. Ce que je trouve intéressant, c'est la continuité. Alors je sais que le président actuel et son prédécesseur ne s'aiment pas, mais il se trouve que ce qui a été annoncé par l'actuel président est en continuité avec le grand emprunt de 2010. C'est-à-dire que c'est assez récent que la France ait pris conscience de l'effondrement industriel qu'on a évoqué tout à l'heure. L'inquiétude que les autorités nationales ont ressentie à ce moment-là a conduit à lancer des programmes. Bon. Au départ, on a mis de l'argent dans les universités et autres. Maintenant, on arrive à des coups de projecteur sur des produits et services. Et vous diriez là, ça y est, on est réveillé, il y a la prise de conscience, les moyens qui se mettent en place, et donc on bâtit un avenir objectivement. À la deuxième remarque, qui est que pour transformer ces technologies en produits et services, le mode de transformation, c'est par l'intermédiaire de l'écosystème entrepreneurial. Oui. Alors, il ne faut pas idéaliser l'entrepreneur, mais dans cette économie, cette troisième révolution industrielle, l'entrepreneur, c'est un assembleur de compétences et de capitaux pour réaliser ce qui est la marque de cette troisième révolution industrielle. On ne produit plus des produits d'un côté et des services de l'autre, mais des assemblages de produits et services. Or, dans cet écosystème, l'entrepreneur sert à l'interface qui permet de faire fonctionner ce système. La catalyse. C'est ce qui est de la catalyse. Et donc, dans ce système, alors ça a été d'ailleurs les discussions depuis 2 jours suite à l'annonce du gouvernement. C'est bien d'avoir un État stratège qui donne des coups de projecteur et qui accélère le développement de nos technologies, mais il ne faut pas oublier que cet écosystème entrepreneurial... Sous Général de Gaulle, ça s'appelait le plan. Hein. Voilà. Mais oui, si ce n'est qu'à l'époque, c'était les hauts fonctionnaires qui disaient ce qu'on allait produire. Alors que là, on donne des coups de projecteur sur l'industrie. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on fait que ça, et si en même temps on ne construit pas un écosystème fiscal et réglementaire en termes de droit de travail, en termes d'organisation logistique du pays, qui donne envie de venir développer les produits, on risque de continuer une chose qu'on a observée. La France a des très bonnes idées. Quand certaines de ces bonnes idées sont proches d'être transformées en produits et services, les usines sont fabriquées, font l'objet d'investissements hors de France. Donc il est clé que si on veut aller dans une stratégie de refondation de notre industrie, il faut bien sûr faire tout ce travail, il faut faire de la recherche fondamentale, appliquer le coup de projecteur sur l'industrie, mais il faut avoir une vision globale stratégique sur le plan fiscal, sur une collaboration industrielle. Ce que veut ce programme, c'est de lancer dans les 34 projets qui ont l'air un peu de superficiels, un peu de poussière de petits projets, c'est pas du tout ça. Ce sont des briques fondamentales. Vous dites que ça n'est pas du saupoudrage. Vous m'avez dit pour démarrer, c'est pas du gadget, et là vous me dites c'est pas du saupoudrage. 1, c'est pas du gadget. 2, c'est pas du saupoudrage. 3, c'est la possibilité d'une collaboration industrielle, industrie et public-privé, université, industrie, la possibilité aussi que des nouveaux financements dont l'Europe peut nous parler et les régions aussi vont créer un système permettant de ces projets d'aboutir à des produits. Donc développer une nouvelle industrie française et européenne. C'est le but, c'est l'objectif. Une question qu'on devrait poser à l'économiste, mais j'ai envie de poser à l'astrophysicien. Et sans...
comment dirais-je, sans vouloir jouer avec la formule, est-ce que vous pensez très sincèrement et profondément, André Braic, qu'on peut répondre au chômage par l'innovation? Non, mais parfois on a l'impression qu'on se paye de mots, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, très concrètement. Pour moi, c'est même la seule réponse. C'est l'éducation et l'innovation. Et je voudrais prendre la leçon de nos échecs passés. Christian Saint-Denis disait tout à l'heure que la France a fait beaucoup de découvertes. Au XIXe siècle, c'est la France qui a inventé l'avion, c'est la France qui a inventé la voiture, c'est la France qui a inventé le cinéma. Au XXe siècle, c'est la France qui invente le Concorde, c'est la France qui invente le TGV, c'est la France qui invente le Minitel. Et regardez l'échec. On invente le Minitel, et puis Google, Apple, tous ces machins, Internet se passe ailleurs. On a manqué quelque chose. Et le gouvernement de l'époque, que je n'oserais critiquer, eh bien simplement qu'il y avait un ministre libéral à sa tête, a décidé qu'il n'est hors de question de soutenir cette filière. Il fallait mettre le paquet à l'époque. On avait une ouverture, on n'a pas fait. Cette séparation du monde de la recherche, du monde universitaire et du monde industriel est dommageable. Alors il y a une époque, les années 68, nous mettions des barricades dans les rues, on s'amusait bien, on se les séparait. Mais c'est plus 1968 maintenant. On pourrait mieux se comprendre. Et si je pense, si les industriels passaient un peu de temps dans les universités, si les universitaires passaient un peu de temps dans les usines, et si on acceptait que l'université française, tout le monde, il n'est pas beau, gentil, égalité, mais qui est de l'excellence dans un endroit et dans d'autres non, eh bien peut-être que ça serait différent. Et là-dessus, il y a un effort énorme à faire. L'astrophysicien que je suis n'est pas à 150 ans près, mais sur la durée, je pense qu'il y a cet effort à faire. Et donc, je répète que la lutte contre le chômage, c'est l'innovation. La lutte contre la violence, c'est aussi la culture. La violence n'est pas la fille de la pauvreté, elle est la fille de l'inculture. J'ai bien compris. Et là, il y a un effort énorme à faire, et j'aimerais qu'un gouvernement le fasse, et j'ai envie de faire depuis... Mais vous venez de nous dire qu'on n'était pas à un quinquennat près. En fait, tout à fait. On réfléchit dans la durée. C'est ce qui pourrait être rassurant si en effet déjà on observe une continuité entre deux présidences. J'aimerais rebondir le point suivant, c'est que j'aimerais que la gauche et la droite se mettent d'accord sur ces grands problèmes. On est à peu près d'accord sur la politique étrangère. Pourquoi ne serions-nous pas sur la recherche et sur l'éducation? On peut l'être. Alors, éliminons les extrêmes qui sont des farfelus, mais prenons les gens sérieux, et là on peut faire quelque chose. Alors parlons maintenant de la réalité augmentée. Comme son nom l'indique, le virtuel vient en fait enrichir le réel. Des informations se superposent par exemple à ce que vous observez, car en plus des smartphones, portables et autres tablettes, on a d'ores et déjà imaginé des lunettes intelligentes comme chez Google. Elles devraient être bientôt commercialisées par des sociétés françaises au prix de 500 € avec de véritables surprises en perspective. Je vous montre une paire et voici le reportage de François-Xavier Ricot et Pierre-Jean Perrin. Ceci est encore de la science-fiction, mais le concept de réalité augmentée est lui bien réel. Cette technologie permet l'interaction entre le réel et le virtuel. Des informations sont superposées à notre vision via les tablettes, smartphones et bientôt les lunettes pour créer une nouvelle réalité dite augmentée. Les agences de publicité se sont rapidement emparées de cette technique pour proposer de nouveaux moyens de communication à leurs clients. La réalité augmentée, c'est un moyen formidable pour les marques de renouveler les contacts qu'elles ont avec les consommateurs. Affiches traditionnelles, pubs traditionnelles, les consommateurs ne sont pas surpris par ça. Or, quand on est surpris, on accorde plus d'intérêt. La réalité augmentée, ça surprend. Quand on a une affiche qui raconte une histoire, un présentoir dans un café qui permet de jouer, évidemment, l'impact pour un consommateur est extraordinaire par rapport à un format de pub normal. Les créatifs de cette agence utilisent la réalité augmentée depuis plus de 3 ans. Pour cette marque de sous-vêtements, ils ont imaginé une application qui permet de déshabiller le mannequin à l'aide d'un smartphone. Grâce à l'application, je vais pouvoir voir la lingerie du modèle. C'est-à-dire qu'elle est complètement déshabillée grâce à l'application de façon un peu magique. Un nouvel outil s'apprête à démocratiser cette technique et à booster ce marché. Les lunettes à réalité augmentée du géant américain Google. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur les lunettes vont s'afficher des informations qui vont nous servir à faire, qui vont nous aider à faire nos courses. Ce qui s'est passé, c'est que avant d'arriver au supermarché, j'ai été sur Internet ou sur mon smartphone pour faire ma liste de courses. Et quand j'arrive dans le supermarché, les lunettes connaissent ma liste de courses et vont pouvoir m'orienter à l'intérieur du magasin grâce à la géolocalisation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du magasin, je suis géolocalisé. Et il m'affiche le parcours optimisé pour aller faire mes courses, trouver mes produits facilement. Donc c'est pas dans la science-fiction là. Pas du tout en fait, c'est des technologies qui commencent à être matures. Ouais. Selon les dernières rumeurs, ces lunettes devraient être commercialisées pour le grand public courant 2014. Messages, videos or photos. Ces lunettes pourraient à terme remplacer les smartphones, caméras, appareils photo et autres GPS. La première commande que vous avez, c'est OK Glass.
Si je dis OK Glass, là il y a le menu qui apparaît devant mes yeux et là je peux faire toute une série d'actions. Par exemple, je vais prendre une photo de vous, je vais dire take a picture. Et voilà, là j'ai une photo de vous. On peut aussi effectuer des recherches sur Google. Donc là par exemple, je vais demander quel temps il fera demain à Paris, pour voir si j'ai besoin d'un parapluie ou pas. Donc je vais demander ça en anglais. Donc OK Glass, Google. Will I need an umbrella in Paris tomorrow? Et là, j'ai une voix justement qui me donne la météo de Paris demain, qui me répond en anglais. Oui, vous aurez besoin d'un parapluie demain à Paris parce qu'il va pleuvoir et il va pas faire très chaud. Dans le domaine de la lunette à réalité augmentée, le Made in France semble tirer son épingle du jeu. L'un des principaux concurrents de Google est français. C'est des lunettes de réalité augmentée de première génération et de deuxième génération. Il a même de l'avance sur le géant américain. Ces lunettes sont commercialisées depuis plus de 3 ans et ça marche. Ça préfigure l'usage d'un ordinateur futur. Et avec votre smartphone que j'ai sur moi, il interagit, je reçois des appels téléphoniques, je vois votre visage qui s'apparaît et qui apparaît, je prends pas. J'ai un message, je prends pas. Je lis le message même à la limite. Vous lisez le message directement ? Directement là. Donc nous on travaille sur des systèmes optiques transparents, complètement transparents, donc je vous vois au travers de mon système et en même temps je sais que vous vous appelez François-Xavier Rigaud et que vous mesurez 1m92 et vous pesez 65 kg et que vous habitez dans Paris dans le 8e arrondissement. Toutes ces informations-là je les ai parce que je vous ai recherché par ailleurs et rentrer sur la base de données et j'interagis avec l'environnement. How are you? I'm good, how are you? Tous filmés, par tout le monde, en permanence. Un futur qui pose déjà beaucoup de questions, principalement concernant la protection de la vie privée. Alors j'ai entre les mains les lunettes de l'Aster qu'on voyait il y a quelques instants et vous me disiez, Joël de René, ça fait partie des plans qui vont être développés et il y a des choses à dire en C'est dans les 34 projets, bien entendu, mais il y a surtout des problèmes de vie privée. Ils ont raison de dire, parce que ces lunettes peuvent être dotées de petites caméras qui regardent devant elles, qui regardent les visages des gens. Comme il y a une base de données maintenant énorme sur les visages, on peut associer un visage à un nom. On peut vous dire dans l'oreille le nom de la personne. Pour les politiques qui sont en campagne, c'est pratique. Vous serrez la main de quelqu'un et vous dites c'est Monsieur Martin, sa femme s'appelle Sophie. Vous dites comment va Sophie et il vous répond je suis divorcé depuis 2 ans, donc il faut que le truc soit à jour. Mais il y a des tas d'autres applications, je vous en donne 2 ou 3. D'abord pour l'éducation, le livre augmenté. Le livre augmenté, c'est un livre imprimé dans lequel il y a des flashcodes ou des QR codes avec son smartphone. On les flash, comme disent nos ados, et à ce moment-là, le livre se transforme en télé. La télé est dans le bouquin. Moi, j'ai un bouquin dans lequel il y a la télé dans le livre. Mais ça commence à sortir, à Universcience, on va sortir ce qu'on appelle des flashbooks, c'est-à-dire des livres éducatifs. Autre exemple, pour les notaires ou les agents immobiliers. Vous vous baladez dans la ville, vous téléchargez un petit logiciel à l'avance gratuit, vous vous baladez dans Lyon ou dans Paris, vous pointez votre smartphone sur le 2e étage et il vous dit le prix au mètre carré des bureaux. Enfin, dernier exemple, vous êtes touriste, vous vous baladez à la ville de Florence, vous voyez un monument que vous ne connaissez pas, vous le pointez, à ce moment-là, le syndicat d'initiative vous envoie une vidéo pour vous dire qu'est-ce qui a fait ce monument et vous suggère de voir d'autres œuvres également de ce même sculpteur à tel endroit, vous donne un plan pour vous indiquer comment y aller. Donc, les applications, et dans le commerce, vous voyez dans le commerce une tondeuse à gazon, elle vous intéresse et elle vous parle. Cette tondeuse à gazon va vous dire, c'est un robot tondeur par exemple, comment il va se recharger tout seul et il vous envoie un SMS pour vous dire qu'il s'est retourné, il faut venir le remettre d'aplomb. Donc c'est un dialogue avec les objets et en plus les objets dialoguent entre eux, ça fait partie des programmes, ce qu'on appelle les objets connectés et les sans contact. Et aussi le sans contact pour lequel les Français sont extrêmement avancés. Gemalto, Morpho et d'autres, vous le savez, vous les financez. Il y a des objets sans contact qu'on appelle en anglais NFC, Near Field Communication, où simplement en approchant un smartphone d'un autre, il peut s'échanger de l'information, ou d'un robot, il peut échanger de l'information avec lui. Et là, la France est bien en avance dans ce secteur, on peut le dire. Et ces lunettes, quand même, sont sorties avant Google Glass. Pourquoi elles sont sorties avant Google Glass? Elles ne sont pas devenues les Google Glass. La grande question, et je termine là-dessus, c'est qu'en France... exactement la question qu'on soulevait tout à l'heure pour le Minitel. Alors j'y réponds en partie, c'est qu'en France, on a un problème, on en discutait souvent avec Christian, c'est qu'on a des start-up avec des gens très brillants, complètement en pointe sur le plan international. On a des grosses entreprises extrêmement en pointe, je ne vais pas les citer, on les connaît, c'est celles de l'électronique, de l'informatique, de l'aéronautique, de l'espacial. Et au milieu, il y a un vide. Il se parle pas en France et il se parle aux États-Unis. Voilà, il y a un vide, c'est de passer de la start-up à une PME
En Israël, que j'ai cité tout à l'heure, il y a des quantités de start-up, dont beaucoup viennent de recherche militaire, qui se sont transformées en PME de 100, 200, 300 personnes et qui exportent leurs produits dans le monde entier. C'est un modèle. Pourquoi chez nous, il y a un trou entre des gens très intelligents qui créent des start-up et les grandes entreprises? Vous avez la réponse, Christian Saint-Etienne? Si je l'avais tout seul, ça se saurait, mais je pense que dans les éléments qui expliquent ce vide, il y a d'abord les systèmes de financement, parce que aux États-Unis ou en Israël, on a les systèmes qui permettent de faire grossir les entreprises. Je pense aussi qu'il y a C'est quoi un système qui permet de faire grossir des entreprises? L'acceptation du risque. Et le financement d'activités risquées. Il y a aussi un problème culturel qu'il faut évoquer. C'est certainement dans des sociétés ouvertes et fluides, pour reprendre le terme de Joël, on a plus de contacts entre les petites et les grandes, ça semble normal. En France, on reste dans un système cloisonné et quand même très hiérarchique, type cour d'Ancien Régime. Donc quand on est une grande entreprise, on ne va pas perdre son temps avec une petite. Je vous ai entendu nous expliquer un jour dans une émission qu'on consacrait à l'emploi et à l'industrie allemande qu'en Allemagne, les entreprises, en quelque sorte, les grandes entreprises n'existaient pas sans faire pousser avec elles non seulement tous ses partenaires, mais voilà, c'est un écosystème. Alors qu'en France, il y a une certaine arrogance. Donneur d'ordre. Vous savez aussi qu'un des problèmes que nous avons, c'est que les grandes entreprises françaises ont plutôt étranglé leur écosystème pour concentrer les profits dans leur compte personnel, alors qu'en Allemagne, on avance ensemble et les donneurs d'ordre font en sorte que les sous-traitants soient... dire bientôt les Allemands chassent en meute. Parce que Mais bien sûr. Voilà, je le sentais. Mais c'est ce qu'ils font Maintenant en Chine. qu'on s'est embrassé à Oradour, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est ce qu'ils font en Chine, où par exemple, ils travaillent ensemble, ils avancent ensemble, et les institutions françaises essayent d'adapter ces comportements à la France, mais avec beaucoup de difficultés. Je pense aussi qu'au niveau de l'éducation, il y a quelque chose à faire. En France, il y a des grandes écoles où les meilleurs étudiants vont, mais qui ont été créées dans le contexte historique. Pourquoi il y a l'école polytechnique? Parce que les artilleurs français lançaient moins bien les boulets que les artilleurs anglais. Alors Napoléon l'a créé. Pourquoi il y a l'école des mines, l'école centrale, l'école des ponts? C'est parce que le monde industriel du XIXe siècle en avait besoin. Oui. Et ces écoles ont une méthode de sélection. C'est pour ça que les élèves y vont et ensuite ils sont assurés. Et d'autres sont dans un autre système. Et on ne se côtoie pas. Ma proposition serait que le diplôme qui fait qu'on a un bon poste ensuite soit le doctorat. Le doctorat en France est négligé par les industriels et souvent mal conseillé par l'université. Et je pense qu'un doctorat, quand quelqu'un pendant 3 ou 4 ans a inventé quelque chose, a répondu à une question dont personne ne connaît la réponse, s'est mené par la main, a parlé anglais et autres, et a fait preuve d'initiative, a fait preuve de souplesse, ça peut être en service à l'industrie. Et je pense que finalement, nous devrions remettre ce doctorat à goût du jour. En plaisantant un jour lors d'une élection présidentielle, j'avais dit que c'était idiot de demander aux candidats de faire 500 signatures de maire, et je proposais de le remplacer par une autre condition nécessaire mais loin d'être suffisante, c'est pour être candidat à être président, il faudrait au moins être docteur, ce qui aurait éliminé tous les candidats des 20 ans qui précèdent. Bon, et là, je pense qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Vous passez un PhD aux États-Unis, l'un devient politicien, l'autre devient industriel, l'autre devient chercheur. Ils se connaissent, ils se parlent, ils cessent tous les post-docs. Voilà. Ils font les post-docs. En France, ce n'est pas le cas. Et les meilleurs étudiants que vous avez en France, comme on leur propose le SMIC plus 10% à Paris, ils partent aux États-Unis, dans la Silicon Valley, ils sont payés. Et dans l'innovation américaine actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de Français. Pourquoi on ne les a pas gardés? Alors, j'ai vu passer pas mal de questions SMS qui étaient dans un même état d'esprit. Je pense que tout le monde est intrigué et intéressé, mais se dit qu'est-ce qui se passe pour nos chômeurs d'aujourd'hui? Vous comprenez ce que je veux dire? En attendant qu'on ait nos gars qui inventent des robots innovants, qui nous préparent des lunettes qui nous donneront des plus, et qu'on ait ces bouleversements qu'on a vus dans les différents reportages, qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas de boulot aujourd'hui dans ce pays? Est-ce que ça veut dire qu'on est tout simplement en train d'annoncer, sans le dire, qu'il y a une génération sacrifiée? Enfin, voilà, est-ce qu'on peut faire de la projection? Et il était tout à fait logique, tout à l'heure on disait, on n'est pas dans un plan sur un quinquennat, on s'engage sur des choses beaucoup plus larges que ça. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça, Christian? On peut reprendre ce que disait André Breuil, formation, information, coéducation. Je répète, formation, information. Vous dites aux chômeurs qui nous écoutent ce soir, mais oui, allez vous former? Non, allez pas vous former, informez-vous d'abord. Il y a tous les outils d'information, ce que vous faites. La presse moderne, la télévision peuvent informer ces sujets, on peut en savoir plus. Ça donne envie. Ce que je trouve formidable avec ces 34 projets, c'est que ce sont des projets motivants. Ça donne pas du boulot, notre question, je crois qu'elle est plus cruelle que ça. Si ça donne envie, on peut chercher des boulots dans cette direction-là.
Formation, information, coéducation. Lorraine Hart, et je reviens. Sauf à créer des systèmes qui sont des systèmes innovants et qui peuvent être à la portée d'un très grand nombre de personnes. Mettre en place des dispositifs, des véritables services innovants pour des personnes âgées, pour des personnes qui ont un handicap, je veux dire, en utilisant des technologies modernes, peut être un moyen de garder l'emploi en France et de le développer. Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer industrie et services. On l'a vu tout à l'heure. Vos lunettes, c'est un produit qui va être produit, on l'espère en France. Mais à côté de ça, vous avez un développement d'applications extraordinaires qui sont finalement quelque part des services que vous allez apporter, avec peut-être un besoin de proximité, peut-être un besoin de proximité de type formation, par exemple, pour l'usage de ces lunettes. Donc je crois qu'il faut être inventif pour marier finalement le service, les services innovants et l'entreprise et les entreprises, l'industrie. Dans le domaine médical, voici maintenant les biotechnologies. Il s'agit de préparer nos futurs médicaments avec des cellules organiques, qu'elles soient végétales, animales ou humaines. Ce sont de puissants calculateurs informatiques, bien entendu, qui sont à l'œuvre. Là aussi, l'État entend donner un appui dans un domaine où la France s'est déjà lancée et a déjà fait ses preuves. C'est le cas du Génopole d'Evry, où 21 labos et 73 PME s'activent sur nos médicaments de demain. Une révolution pharmaceutique est littéralement en marche. Sur place, Maxime Vautier et Juan Guyenne-Mann. S'il est un domaine où la France excelle, c'est incontestablement celui de la recherche scientifique. Un beau SMIR. Hein. Oui, et comparé. Ouais, avec le bon poids, la bonne taille attendue. Dans son laboratoire, Joël Crouzet innove et travaille sur un vaccin capable de booster les défenses immunitaires de l'organisme face aux attaques du virus du sida. Un vaccin nouvelle génération à l'étude, issu des cellules humaines modifiées, symbole de cette médecine de demain. C'est d'abord des traitements qui sont extrêmement ciblés. On vient de le voir, prendre des cellules à un patient, les modifier génétiquement pour corriger un défaut et lui réinjecter. C'est un traitement qui ne peut s'appliquer qu'à chaque patient. Ensuite, il faut le dupliquer patient par patient. Deuxièmement, un traitement qui est beaucoup mieux toléré, puisque c'est du vivant, pour être très schématique, qu'on remet dans du vivant. Donc ce n'est pas forcément des substances exogènes, c'est des substances qui viennent en général souvent de l'homme lui-même, même si on les fait produire par d'autres cellules. Donc c'est mieux toléré. Et puis ça permet aussi de soigner toute une panoplie de maladies pour lesquelles on était désarmé avec les approches classiques. La biotechnologie médicale, secteur d'avenir. À Évry, dans l'Essonne, on l'a bien compris. Au Génopole, ce sont pas moins de 21 laboratoires et 73 PME qui se sont installés ici depuis plus de 15 ans, dans une sorte de vallée du génétique. Très orientée sur les travaux de recherche, cette vallée s'est bâtie grâce aux fonds publics. Elle reçoit plusieurs dizaines de millions d'euros par an de l'État et des collectivités locales comme la région, partenaires privilégiés. Le Généton et tout ce qui tourne autour est devenu aujourd'hui probablement un des facteurs d'avenir les plus importants, à la fois pour l'avenir de l'humanité, des malades, etc., mais aussi de la compétitivité de notre territoire. Donc on investit à peu près un cinquième du contrat de plan global de toute l'Île-de-France sur ce secteur. Allez Jean-Paul, pas trop hein. Une manne qui lui permet de s'agrandir. Ce matin, avec les élus locaux, le président du Génopole pose la première pierre d'un bâtiment qui contribuera à l'expansion du secteur des biotechnologies médicales. C'est le lien, le chaînon entre la recherche la plus fondamentale et l'hôpital et le lit du malade. C'est là où seront mis en place les nouveaux protocoles, seront définis les nouveaux protocoles thérapeutiques pour la médecine de demain. C'est une étape importante pour les... Une étape essentielle. Essentielle pour concrétiser les travaux de recherche. Peut-être un peu lassé par les projets qui n'aboutissent pas, le président du Génopole souhaite aujourd'hui que la vallée du génétique prenne un nouveau virage. La France a pris des dispositions maintenant depuis près de 15 ans qui vont toutes dans le bon sens. Par exemple, en encourageant les chercheurs à créer des entreprises, ça c'était la loi Allègre, en donnant à ces jeunes entreprises un statut très particulier qu'on appelle le statut de la jeune entreprise innovante, en mettant en place des moyens financiers.
il n'y a plus que quelques maillons faibles dans cette chaîne qui va depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'au marché. En gros, on a pratiquement rattrapé notre retard partout. Il faut maintenant concrétiser, il faut maintenant changer de braquet, il faut maintenant que tout le monde se mobilise pour faire en sorte qu'à partir de cette recherche se développent des produits, des médicaments, des protocoles nouveaux. Le Génopole passe donc à la phase industrielle pour produire les médicaments de demain. Dans ces nouveaux laboratoires, d'ici quelques temps seront fabriqués en grande quantité des biomédicaments qui lutteront contre les maladies rares, comme la myopathie de Duchenne. Nous sommes un des leaders mondiaux dans notre domaine, à la fois en termes de capacité, en termes de compétences. Nos collaborations sont des collaborations internationales. Nous sommes contactés par des laboratoires étrangers qui veulent venir collaborer avec nous. Donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement compétitifs et cette compétitivité, il faut absolument qu'on la conserve, il faut qu'on la développe parce que ce qui est en jeu, c'est notre capacité à aller le plus rapidement possible vers des médicaments pour les malades. Mais ce qui est en jeu aussi au plan économique, c'est la maîtrise de cette filière ici, sur le territoire national, garder notre indépendance pour la production de ces médicaments à forte valeur ajoutée et qui sont des médicaments de l'avenir. On estime que d'ici 10 ans, 80% des médicaments seront issus de ces biotechnologies médicales. Bon, tout ça est passionnant, ça suscite énormément de questions et de curiosité. J'ai notamment une question SMS, mais auparavant, une question à vous poser à vous, Laure Reinhardt. On va accompagner forcément donc de la création de PME, de l'innovation. Il y a un budget qui est sur la table de 3,7 milliards. Comment est-on sûr que ces PME et ces entreprises qu'on va aider à pousser ne finiront pas par être rachetées par des entreprises étrangères? Enfin bref, comment s'assure-t-on du retour sur investissement? Et est-ce que c'est une question que vous vous posez? Ah, bien sûr, c'est une question absolument essentielle. Nous regrettons évidemment fortement que lorsque les entreprises ne trouvent pas le moyen de se développer sur notre territoire ou, comme je le disais tout à l'heure, en Europe. Et c'est vrai dans un grand nombre de cas. C'est une des raisons pour laquelle BPI-France, je pense, a été créé. C'est effectivement arriver à accompagner ces entreprises de leur plus jeune âge jusqu'à leur maturité, sans les laisser tomber. On est en train de créer un fonds spécifique qui s'appelle Large Venture et qui permettra à la France, BPI France, d'investir des montants significatifs dans des entreprises sur la troisième phase, la phase qui est la plus sensible finalement parce que c'est la phase dans laquelle les montants sont les plus élevés. Une partie des risques a été finalement résolue, mais il reste encore les dernières phases de risque. Et c'est là qu'il est difficile, effectivement, de mettre des moyens importants. On va le faire en coopération, évidemment, avec des financiers, puisque nous travaillons essentiellement en coopération avec des financiers. On n'investit jamais seul dans une entreprise de ce type-là. Alors, on l'a fait, c'est pas dans le domaine médical, mais presque, dans une entreprise qui s'appelle WeThings. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ne sais pas comment vous prononcez. WeThings, c'est une entreprise française qui est une entreprise française qui fait des objets connectés, comme on le disait tout à l'heure. Bon, typiquement, eh bien, elle avait besoin d'un troisième tour de table, 25 millions d'euros, 23 millions d'euros exactement. On en a mis 11 ou 12 dans la balance et on espère que cette entreprise va continuer. Pardon. C'est le cas de le dire puisqu'il fabrique des balances. Mais il y a beaucoup... Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'autres applications que les médicaments. C'est magnifique ce que fait la Génopole. Mais puisqu'on est dans le secteur bio, je voudrais vous donner 3 ou 4 exemples rapidement. Oui. Le premier, c'est ce qu'on appelle les biopuces à ADN. C'est-à-dire que l'ADN, avec un marqueur, permet d'identifier d'autres gènes. Des gènes d'un virus, des gènes de bactéries ou des gènes du cancer. Et donc, on peut appliquer une médecine personnalisée. C'est-à-dire que les médicaments dont on parlait tout à l'heure peuvent être appliqués à des doses différentes, à des personnes différentes. Premièrement. Donc ça aide à l'individualisation du traitement. La personnalisation de la médicale. Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle l'organogénèse. C'est un grand mot, mais c'est aussi la médecine régénératrice. Ça veut dire qu'au lieu de greffer des organes venant de l'extérieur, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on essaye de faire repousser les organes dans le corps avec des cellules embryonnaires. On l'a fait avec des vessies, on l'a fait avec des morceaux de rein. Donc faire repousser les organes comme... On est en train d'utiliser ça pour soigner Parkinson. Comme la salamandre repousse une queue ou des pattes. Le troisième exemple, c'est les imprimantes, les bio-imprimantes 3D. Dans ces programmes, il y a aussi les fameuses imprimantes 3D qui fabriquent des objets en empilant des couches de plastique, mais on peut aussi faire passer dans la buse de l'imprimante un liquide nutritif avec des cellules qui constituent de la peau ou un tissu nouveau qu'on peut réimplanter. Et enfin, c'est à la fois affolant et passionnant. Et enfin, un autre exemple qui montre bien le mariage du numérique et du biologique, c'est ce qu'on appelle maintenant la e-santé.
et on est pas mal placé en France dans ce domaine-là. Ça veut dire que WithX, dont vous parliez, ça veut dire qu'on peut faire sur son corps des mesures qui conduisent à ce que j'appellerais un tableau de bord santé personnalisé, qui conduit à la prévention quantifiable. C'est-à-dire qu'on peut savoir ce que l'on mange, ou les médicaments qu'on prend, les effets qu'ils ont. Et cette e-santé est en train de se développer d'une manière incroyable dans le monde, avec 5000 applis sur les smartphones, et également des petites buvards sur lesquelles on peut mettre une goutte de sang, une goutte de salive, qu'on fait passer dans un lecteur du type WithX, du type boîte à la taille d'un paquet de cigarettes, connecté à l'iPhone, qui vous envoie l'information à vous, sur votre smartphone, et à votre médecin. Donc dans 20 ans, je peux appeler Braik et lui dire on peut aller boire un verre puisque je vais faire pousser mon foie. Voilà, absolument. Volontiers. Mais je vais même aller plus loin. Quand on regarde les étoiles, on dit à quoi ça sert de regarder les étoiles? Eh bien, les astronomes ont récemment mis au point un système qui s'appelle l'optique adaptative, qui permet de mieux voir les étoiles à travers la turbulence de l'atmosphère. Application de ce système, la chirurgie de l'œil. Et quand demain on vous opérera au laser l'œil, eh bien on utilisera ça. Le problème, c'est que l'invention est française, le brevet est américain. Là aussi, on a un petit progrès à faire. On passe aux questions SMS. N'est-on pas en train de parler de tout ce que la Chine va fabriquer à très bas coût? Vous voyez, cette idée qu'on est en train de se lancer dans des projets qui sont enthousiasmants. Tout ce que vous nous avez dit dans cette émission, les reportages qu'on a vus, franchement, c'est très agréable de pouvoir se projeter un petit peu dans l'avenir. Et quelqu'un nous dit, bah oui, mais enfin les Chinois le feront pour moins cher. Réponse, pas du tout. Alors en deux temps, pardonnez-moi. J'ai envie d'en parler en deux temps. Il a envie d'y aller. Un mot. Pourquoi l'Europe a été en avance longtemps sur la Chine, les Indes, le monde arabe? On n'est pas plus intelligent. C'est que nous avons connu la renaissance scientifique il y a quelques siècles, d'où le siècle des Lumières, le monde industriel. Nous sommes les héritiers de la recherche fondamentale. Et actuellement, la Chine, à marche forcée, essaie de rattraper son retard. On a encore une petite avance. Ne la perdons pas. Alors, une réponse à cette question, c'est un des moyens, ce sont les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D se développent dans le monde, les prix diminuent. Il y en a de plus en plus, avec toutes les matériaux qu'on peut imaginer. On peut imaginer en plastique, en céramique, en argent même maintenant. Les imprimantes 3D, c'est une nouvelle industrie. On l'appelle l'industrie 2.0, c'est-à-dire une industrie du bas vers le haut. Pas une industrie pyramidale, centralisée pour l'économie d'échelle qui fait des gros objets, des voitures, des machines à laver et les distribue. Les imprimantes 3D, ça peut être pour des TPE, des PME. D'ailleurs, la personne qui a créé WithX, Eric Carril, est le créateur de Sculteo. On voit l'innovation à la française, de Sculteo, qui est une entreprise qui fabrique des imprimantes 3D et qui fait des services d'imprimantes 3D. Donc il faut réaliser que les imprimantes 3D, qui sont des imprimantes à objets, vont révolutionner la sous-traitance qu'on faisait à des pays comme la Chine, Singapour, la Corée du Sud. Les Américains l'ont parfaitement compris. La culture cellulaire dont on parlait tout à l'heure, elle ne peut se faire que, je dirais, au pied du lit d'hôpital, au pied du lit du patient. Vous prenez une cellule de votre patient, vous lui fabriquez un certain nombre de cellules que vous allez lui réinjecter. La durée de vie aujourd'hui de ces cellules est entre 24 et 48 heures. Alors certes, c'est peut-être l'échelle d'un continent, mais on ne va pas la transformer, la transporter en Chine. Je pense qu'il y a de multiples exemples de ce type-là qu'il faut arriver à valoriser, à mettre en œuvre. Qui est qu'il y a une transformation aussi du système économique. Quand la Chine nous a dominés dans les 15 dernières années, elle nous dominait dans la production de produits standards. Oui, ce qui arrive maintenant, c'est des produits personnalisés. Absolument. Et là, vous ne pourrez plus avoir cette domination venant seulement des bas coûts. C'est l'innovation et la rapidité d'innovation qui sera le facteur clé de compétitivité. Créer quelques gadgets destinés aux plus riches suffira-t-il à redresser l'industrie française? Non, justement, il ne faut pas que ce soit pour les plus riches. Un, ce ne sont pas des gadgets, et deux, ce n'est pas destiné aux plus riches. Il faut que ce soit pour le plus grand nombre. C'est pour tout le monde. Évidemment. C'est pas des gadgets. Vous en avez la conviction. Ça, j'ai bien. C'est pas des gadgets, j'ai compris. Prenez les téléphones intelligents. Il y a 5 ans, il y avait que les riches qui les avaient. Aujourd'hui, vous avez 2 milliards de personnes équipées de smartphones, y compris en Afrique. Absolument. La robotisation ne va-t-elle pas tuer encore plus d'emplois? Tout à l'heure. Oui, mais sur ce point, et vous aviez tout à l'heure aussi l'autre question qui était qu'est-ce qu'on fait des 5,5 millions de chômeurs? C'est là où je reviens en plein accord avec André Braik. Il ne faut pas tomber dans une illusion technologique. Dans l'immédiat, l'éducation et l'apprentissage sont des éléments clés de sortie des difficultés pour ces 5,5 millions de personnes. Donc la technologie prépare la création de richesses d'aujourd'hui et de demain. Mais quand on a un problème social immédiat, on ne peut pas imaginer que ça sera traité par la technologie, puisque les gens qui n'ont pas d'argent ne vont pas acheter des lunettes augmentées ou des imprimantes 3D. Donc il faut que, parallèlement à la stratégie
de développement de technologies critiques dans le cadre d'un écosystème entrepreneurial, fiscal, réglementaire qui soit cohérent, à côté de ce travail considérable, il faut qu'il continue d'y avoir des politiques sociales, des politiques éducatives. Et d'ailleurs, je termine par ça, je parle sous le contrôle de tous mes collègues, je pense que, c'était une réflexion que faisait le professeur Bragg tout à l'heure, je pense que dans le monde dans lequel nous entrons, la place des humanités sera encore plus considérable. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur Internet et sur tous les systèmes ouverts, si vous n'avez pas vous-même à la fois une bonne connaissance de qui vous êtes, d'où vous venez, et à la fois une connaissance des matières fondamentales qui vous permettent d'identifier les bonnes et les mauvaises informations, eh bien, vous serez facilement berné. Donc les humanités seront encore plus importantes dans le monde de demain que dans le monde d'hier. Des technologues humanistes. Oui, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de parler à une élite en nous disant ça? Non, je pense qu'en Finlande ou en Corée du Sud, ils investissent dans ces directions-là et il faut qu'on le fasse en France. Je ne veux pas faire trop de pub pour la Cité des Sciences, mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire. À Univers Science, on voit la réaction sur les gens qui viennent de partout, c'est le grand public. Et on leur fait des débats sur les risques technologiques, sur le réchauffement climatique, sur les OGM, sur les nouvelles technologies. Donc je crois que cette réappropriation sociétale dont je parlais tout à l'heure passe aussi par un contact direct avec le grand public. En sachant que beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir se demandent aussi ce que vont devenir les chômeurs d'Aulnay. Vous comprenez? C'est que voilà, et que c'est là en ce moment où il y a une souffrance sociale au moment où nous parlons. Devenons-nous esclaves de la technologie? On peut l'être, mais on peut aussi l'éviter. Oui. Et si on a de la culture, on l'évite. Absolument d'accord. Et l'humain dans tout ça, le contact, la poésie, vous voyez, beaucoup des outils qu'on a découverts ce soir et qui nous émerveillent et qui feront partie de notre vie quotidienne, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est normal qu'on s'interroge justement sur leur capacité à limiter, voilà, on est tous inquiets de voir nos enfants moins parler à leurs camarades dans la cour de récréation et le faire un peu plus le soir avec l'ordi ou le smartphone une fois à la maison. Donc, n'opposons pas l'humanisme à la technologie. Certains ont voulu dire que les œuvres de Shakespeare étaient immortelles alors que les voitures de 1920 étaient passées de mode. Moi, je réponds que les tragédies grecques sont aussi immortelles que la gravitation de Newton ou d'Einstein. Et donc, la culture devrait être répandue. Et j'en veux encore à Napoléon III qui a séparé le bac littéraire et scientifique, ce qui nous donne des gens qui font plein de fautes de français à chaque ligne parce qu'ils sont scientifiques et des gens qui ne savent pas faire une note de 3, même s'ils sont ministres. Et donc, je propose qu'on cultive la culture. Culture et enthousiasme, ça résoudra beaucoup de problèmes du chômage. Un mot? Oui, justement, esclaves des nouvelles technologies. Sur esclaves des nouvelles technologies, vous donnez deux exemples vécus récemment, très récemment, c'est du côté médical et du côté bancaire. Il y a une grande discussion sur les agences bancaires. Est-ce que les agences vont perdre complètement leur clientèle qui va tout faire sur Internet? Et les banquiers m'ont répondu, on préfère des clients éclairés, c'est-à-dire qui viennent avec des idées qu'ils ont vues sur Internet et qui posent des bonnes questions avec lesquelles j'ai un meilleur lien, un meilleur contact humain, une meilleure relation humaine. Les médecins préfèrent des gens qui ont été sur Doctissimo. Alors, mais il y en a qui détestent ça. Moi, j'en connais beaucoup qui me disent c'est insupportable, ils viennent avec l'ordonnance. Oui. Non, c'est vrai que ça joue des deux côtés. Voilà. Mais il y en a qui disent aussi je préfère un patient éclairé, augmenté, qu'un patient qui m'écoute comme l'administration de la punition et l'ordonnance. La France découvre, invente, mais l'État fait fuir les investisseurs et les entrepreneurs à l'étranger. Oui, c'est la vraie question. C'est pas un sujet nouveau. Il faut savoir que dans notre histoire, donc on est dans la troisième révolution industrielle, il faut savoir que historiquement, la France a su faire dans le passé les choses qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Oui. Quand on regarde la deuxième révolution industrielle, il faut se souvenir qu'en 1890, on était dans le même état de doute qu'aujourd'hui. Hein, c'était le moment des grands problèmes de transparence politique, le scandale de Panama, il y avait du chômage, des faillites bancaires, et les gens se disaient on est foutus. 20 ans après, en 1910, nous étions la Californie du XXe siècle. Donc la question c'est, est-ce que en 15 ans, si nous allons, comme je le disais tout à l'heure, dans ces directions de technologies nouvelles, dans le sens systémique évoqué par Joël, si nous sommes capables de construire ce système nouveau, il faut que nous ayons le système éducatif, le système fiscal et le système social qui donnent une cohérence d'ensemble pour que la production de richesses et la création d'emplois se fassent sur notre territoire. Sinon, on va continuer dans le système d'échecs des 15-20 dernières années. J'avais une question passionnante à vous poser, mais je ne peux pas vous la poser. Je la cite juste pour que ça vous fasse réfléchir. Tous les modèles économiques reposent-ils sur la croissance? Voilà. Ce sera la dernière intervention de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. Ah bon, merci. Non. Très bien. Voilà. Alors, merci d'y avoir participé les uns les autres. Merci vous de nous
nous avoir suivis. Je vous signale que Henri Guénaud sera l'invité de C'est Politique à 17h45 et donc de Caroline Roux dimanche sur notre antenne, toujours en direct, et que c'est Caroline que vous retrouverez lundi pour C'est dans l'air. Passez un très bon week-end sur France 5. À la semaine prochaine.